Bonjour à tous, moi je suis Clara, je suis en terme de deuxième semestre. J'ai été encadrée par le docteur Bouillon-Olivier pour cette présentation qui s'intitule Monitorage hémodynamique du patient en fibrillation atriale au bloc opératoire. Donc pourquoi cette présentation? La fibrillation atriale, c'est une pathologie qui est fréquente, dont la prévalence augmente avec l'âge, avec près de 10% des patients qui en sont atteints à plus de 80 ans. Et donc chez ces patients qui font partie des patients qu'on considère comme fragiles au bloc opératoire, il est recommandé, notamment dans la recommandation SPAR de 2012, de monitorer en plus de la pression artérielle au bloc opératoire le biais du cardiaque pour au final minimiser les complications per- et post-opératoires. Donc les dispositifs dont on dispose pour monitorer ces paramètres sont validés chez les patients en rythme sinusal, mais chez les patients en fibrillation atriale, le volume d'éjection systolique il va varier il va être irrégulier en amplitude et en fréquence, ce qui fait qu'on va avoir des difficultés pour évaluer celui-ci avec les outils habituels. Donc pour évaluer deux appareils de mesure, je vais faire un rappel un peu de ce qui est la corrélation et la concordance. Donc la corrélation de deux mesures, c'est évalué lorsqu'on va avoir un appareil A et un appareil B qui vont mesurer la même chose chez le même patient. Et donc en ordonnée, on aura les variables A, les variables données par l'appareil A qui seront représentées, et on a les variables données par l'appareil B. Et avec ce nuage de points, on va tracer une droite dont le coefficient, le X, va être le coefficient de corrélation. Donc ce paramètre il donne deux informations. Est-ce que les variables varient dans le même sens si c'est positif et dans un sens inverse si c'est négatif? Et deuxième info donnée par le coefficient de corrélation, c'est est-ce que l'association entre les variables A et B est forte. Donc plus ce coefficient va être proche de 1 ou de moins 1, plus l'association va être forte. Néanmoins, la limite principale, c'est que s'il y a des grandes... si par exemple la variable A mesurée, elle donne le double de la variable B, le coefficient de corrélation ne va pas changer. Donc c'est un intérêt qui reste limité. C'est pourquoi on évalue aussi la concordance quand on compare deux appareils de mesure. Donc il y a deux paramètres pour la concordance. La bonne justesse, donc est-ce que l'appareil mesure la valeur réellement présentée par le patient? Donc c'est schématisé ici par la cible avec les fléchettes qui arrivent au milieu de la cible. Et est-ce que l'appareil donne une bonne précision? Est-ce qu'à chaque fois qu'on répète les mesures, on va mesurer à chaque fois la même chose ou est-ce qu'il y aura un écart entre les valeurs mesurées? Et donc ça, c'est schématisé sur la cible par les fléchettes qui vont être rapprochées. Donc le diagramme de Blant et Hallman, il va incorporer à la fois la justesse de la mesure et la concordance. Donc il est construit de la façon suivante. Donc en ordonnée, on a la différence de mesure entre chaque méthode et en abscisse, on a la moyenne de mesure entre chaque méthode. Les valeurs qu'on va obtenir, on va faire l'hypothèse pour les diagrammes de Blant et Hallman qui sont paramétriques, qu'elles suivent une loi normale et du coup, le biais moyen, donc qui représente la différence moyenne mesurée entre les deux mesures et qui est équivalent à la justesse, on va faire l'hypothèse que si ça suit une loi normale, ça va être la moyenne de la loi normale. Et l'écart type de biais moyen, qui suivrait une loi normale, va donner les limites de concordance, donc qui représentent la précision. Et donc entre les limites de concordance, on aura 95% des valeurs qui sont contenues. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, on passe à notre cas clinique. Vous êtes appelé pour évaluer Monsieur M, 72 ans, qui doit bénéficier d'une chirurgie urgente pour une péritonite diverticulaire. Il a comme principaux antécédents une hypertension sous bithérapie, un diabète de type 2 qui est sous AOD et un tabagisme sevré à 40 paquets années. Et en termes de constante, donc il a 145 de systolique, 85 de diastolique et 105 mm de mercure de pression artérielle moyenne. Et il est tachycarde avec une fréquence cardiaque à 110 battements par minute et il sature normalement en air ambiant. Lorsque vous le sculptez, vous remarquez qu'il a une auscultation irrégulière et vous réalisez un ECG, donc ce patient est en fibrillation atriale. Quel monitorage vous mettez en place pour la chirurgie, sachant que comme la chirurgie est urgente, on n'aura pas le temps de réaliser un bilan cardiologique avant celle-ci. Donc petit A, est-ce que vous mettez un brassard à tension oscillométrique? Petit B, un dispositif non invasif de type ClearSight. Petit C, un Doppler œsophagien. Et petit D, un cathéter artériel avec monitorage de l'onde de pouls. Doppler œsophagien?
Ok. Le cœur oesophagien. Et puis, la chirurgie, c'est une péritonite. Hein. Ouais, diverticulaire. Ok, donc 2 cœurs oesophagiens. Ok, on va voir. Donc, on va étudier ces dispositifs chez le patient en fibrillation atriale. Donc, pour le monitorage de la pression artérielle, la technique de référence que je ne vais pas développer ici, c'est le cathéter artériel. Donc, je vais d'abord vous présenter le brassard à tension oscillométrique. Donc, comment est-ce que ça marche? Sur la figure de gauche, j'ai représenté en fait la pression dans le brassard en fonction du temps. Donc, ça on le sait tous, quand on met le brassard sur le bras du patient, il va se gonfler jusqu'à jusqu'à l'occlusion de l'artère humérale en allant au-delà de la pression artérielle systolique, puis il va se dégonfler progressivement en fonction du temps, comme on voit sur la courbe. Et l'appareil à tension, il va enregistrer les oscillations de la paroi artérielle, donc qui sont ici représentées de façon relative en fonction du temps. L'appareil, il va mesurer la pression artérielle moyenne comme étant le moment où les oscillations de la paroi artérielle sont les plus élevées. Donc sur la fonction de droite, on voit que c'est à peu près à 20 secondes. Et donc si on reporte sur la fonction de gauche, 20 secondes, ça correspond à peu près à 90 mm de mercure. Donc la machine, elle va calculer que la pression artérielle moyenne est à 90 mm de mercure. Pour ce qui est de la pression artérielle systolique et diastolique, elles vont être extrapolées via un algorithme qui est propre aux fabricants et dont on n'a pas accès parce qu'ils sont protégés par le secret industriel. Donc l'étude que j'ai trouvée qui compare le brassard avec le cathéter artériel, c'est une étude de 2015 qui est parue dans le British Journal of Anesthesia. Donc il a inclus 135 patients en arythmie, donc 88% en FA qui étaient hospitalisés dans 3 unités de soins intensifs en France. L'intervention, donc, c'était de réaliser une moyenne de 3 mesures consécutives au brassard comparée à 3 mesures consécutives avec le cathéter artériel. Et donc les critères de jugement, c'était est-ce qu'il y a une concordance entre les mesures chez les patients, et ils ont fait aussi des analyses de performance diagnostique pour étudier la performance en termes de détection de l'hypotension, l'hypertension et la réponse à des manœuvres de réanimation. Donc pour évaluer leurs valeurs, les auteurs ils sont basés sur les normes ISO du brassard oscillométrique. Donc ISO, c'est une organisation non gouvernementale qui donne des normes dans les domaines notamment de la santé. Donc la norme ISO pour valider un brassard oscillométrique, c'est d'avoir un biais moyen à moins de 5 mm de mercure, un écart type du biais à moins de 8 mm de mercure. Donc ça correspond à dire qu'il faut une justesse de mesure à 5 mm de mercure près et une précision à 8 mm de mercure. Donc ici, je vous ai mis le principal résultat de l'étude qui concerne la pression artérielle moyenne. Donc c'est un diagramme de Plante et Allman, comme je vous ai montré au début de la présentation. Donc avec en ordonnée la différence entre les mesures et en abscisse la moyenne entre les mesures. Donc ici, on peut voir que le biais moyen, il est à moins 0,2 mm de mercure, donc ce qui donne une justesse qui est plutôt bonne parce qu'elle est proche de 0, et que les limites de concordance, elles sont entre plus 10 et moins 11, donc qui correspond à 95% des valeurs qui sont situées entre ces limites. Donc ça donne une estimation de la précision. Les normes ISO, elles sont validées sur le biais moyen et l'écart type du biais moyen, et pas sur les limites de concordance. Alors, les résultats de cette étude concernant la PAM, on les a vus. Donc ça validait les normes ISO puisqu'on avait un biais moyen inférieur à 5 et une déviation standard inférieure à 8. C'est le cas aussi pour la pression artérielle diastolique, mais ce n'est pas le cas pour la pression artérielle systolique. Donc, les résultats de cette étude, ce qu'on peut conclure, c'est que chez les patients de cette étude, réaliser une moyenne de 3 mesures au brassard pour la pression artérielle moyenne et diastolique, ça donne une bonne concordance, mais ce n'est pas le cas pour les valeurs de pression artérielle systolique. Et donc les autres résultats de l'étude, du critère de jugement secondaire, ils le retrouvaient, donc cette fois-ci, ils ont fait une analyse de performance diagnostique et retrouvé une capacité à détecter l'hypotension et l'hypertension qui étaient similaires, et une capacité à détecter les impacts de pression artérielle moyenne après une manœuvre de réanimation qui était similaire. Ensuite, pour ce qui est... j'ai écrit FlowTrack, je vais écrire ClearSight. Donc pour ce qui est du ClearSight, le ClearSight qu'on utilise ici, il utilise la technique du volume clan. Donc en fait, on va placer un petit brassard au bout du doigt du patient, et l'objectif du brassard, ça va être de maintenir un volume de sang constant à chaque afflux pulsatile
dans le doigt. Et du coup, pour cela, il va exercer une contre-pression qui va correspondre à la pression qui va régner à l'intérieur du doigt. Et la tension qui règne dans les plus grosses artères va être déduite via un algorithme propre à la machine. Donc l'étude qui compare le ClearSight avec le cathéter artériel, c'est une étude parue en 2023 dans le Journal of Clinical Medicine. Donc il y a inclus 55 patients, donc 80% d'hommes, qui étaient opérés d'une ablation des fibrillations atriales par radiofréquence. Ils ont mis en place le ClearSight chez ces patients qui utilisent la technique du volume clan et comparé les mesures de pression artérielle avec le cathéter artériel. Et donc, comme l'étude précédente, ils ont évalué la concordance entre ces mesures. Pour la pression artérielle systolique, diastolique et la pression artérielle moyenne, cette fois-ci, les auteurs n'ont pas parlé des normes ISO qui concerneraient le ClearSight, mais on peut voir ici que pour la pression artérielle systolique, comme l'étude précédente, il y avait moins de concordance, donc on avait un biais à -12, ce qui est énorme en termes de justesse, une déviation standard assez élevée. Pour la pression artérielle moyenne et diastolique, on avait un biais qui était proche de 0 pour les deux valeurs, et une déviation standard proche de 8, donc que les auteurs considèrent comme acceptable. Donc pour cette étude, le ClearSight, on peut conclure que chez ces patients, il permet de mesurer avec exactitude la pression artérielle moyenne et diastolique, mais pas la systolique. Les limites de cet article, c'est qu'il n'étudie pas du coup les performances diagnostiques dans l'évaluation de l'index cardiaque, alors que c'est quand même une valeur qu'on étudie souvent avec le ClearSight, et qu'il n'étudie pas les performances diagnostiques de détection de la réponse au remplissage. Pour ce qui est de la mesure du débit cardiaque, la technique de référence est la thermodiffusion transpulmonaire, que je ne vais pas non plus détailler ici. Je vais vous présenter donc le Doppler œsophagien, comment ça marche. Le Doppler œsophagien, on dispose d'une sonde flexible qui dispose d'un transducteur à son extrémité, qu'on va introduire dans l'œsophage jusqu'à obtenir le signal aortique spécifique que je vous ai remis en photo ici. Pour calculer le volume d'éjection systolique, on va commencer par calculer l'intégrale temps-vitesse de la courbe qu'on obtient, qui va nous donner une estimation de la vitesse parcourue par la colonne de sang en fonction du temps. Ensuite, on va multiplier donc cette intégrale temps-vitesse par la surface de section de l'aorte qui est calculée à partir d'AVAC selon les caractéristiques du patient. Et ensuite, on pourra calculer le débit cardiaque en multipliant le volume d'éjection systolique par la fréquence cardiaque du patient. Donc, pour le Doppler œsophagien, je n'ai pas trouvé d'étude qui le compare à la technique de référence, donc la thermodiffusion transpulmonaire. Mais étant donné que donc le problème avec les patients en fibrillation atriale, c'est qu'il y a une irrégularité du volume d'éjection systolique en amplitude et en fréquence et qu'on ne peut pas appliquer les valeurs absolues du VES, ce que je propose pour notre patient, c'est de faire une moyenne des styles. Donc je vous ai mis un tutoriel pour comment le faire avec nos appareils. Donc sur la photo de gauche, on voit que c'est pas moyenné, donc la machine elle analyse cycle par cycle le volume d'éjection systolique. Donc on va appuyer sur entrée et stockage, puis il va apparaître cette étiquette cycle pour calcul qu'on va appuyer à nouveau. Ensuite ça va nous afficher ce menu. Il faut tourner la molette au maximum pour afficher au final la moyenne le nombre de cycles maximum qu'on peut moyenner qui est de 20. Voilà. En ce qui concerne le dernier appareil qu'on va étudier, est-ce que le capteur FlowTrack permet de bien évaluer le débit cardiaque chez le patient en fibrillation atriale? Donc déjà, comment ça marche? Le capteur FlowTrack, il est couplé soit à l'hémosphère, soit à l'EMI, à la plateforme EMI, et il va calculer le volume d'éjection systolique en multipliant la pulsatilité artérielle qui est mesurée avec l'onde de pouls par un facteur qui compense les variations de compliance et de résistance artérielle basées sur des données biométriques. Donc je vous ai une photo du FlowTrack ici. Dans la littérature, il n'y a pas d'étude qui compare le FlowTrack avec la thermodilution, donc chez le patient en fibrillation atriale. Néanmoins, il y a une étude qui compare le MOSTCAR, donc c'est un autre appareil qui analyse l'onde de pouls, avec la thermodilution chez les patients en fibrillation atriale. Donc le MOSTCAR, ça analyse aussi la courbe de pression, la courbe de pouls, mais ça se base sur l'impédance systémique, donc le débit cardiaque il est évalué en réalisant un rapport entre l'air sous la courbe en systole et l'impédance systémique mesurée. Donc l'étude, elle date de 2011, elle est parue dans le Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia.
Donc elle comporte 41 patients en post-chirurgie cardiaque qui ont bénéficié d'une circulation extracorporelle, qui ont présenté un épisode de bas débit, qui étaient en F1 post-opératoire, qui sont intubés, ventilés avec un support vasopresseur. Donc l'intervention, ça a consisté en mesurer le débit via l'onde de pouls avec la technique PRAM, donc qui est celle utilisée par le MOSCAR. Et il compare avec la thermodilution avec le cathéter artériel pulmonaire qui est le gold standard. Et comme pour les études précédentes, ils évaluent la concordance et la corrélation. Donc le résultat de cette étude, c'est qu'on obtient un biais au niveau de l'index cardiaque qui est à 0,136, donc assez proche de 0, et des limites hautes de concordance à environ 2 et des limites basses à environ 1,6. Néanmoins, cette étude a montré une très mauvaise corrélation des valeurs avec un coefficient de corrélation qui était à 0,063, sachant qu'une association forte, c'est proche de 1. Donc au final, cette étude elle montre une mauvaise concordance, une mauvaise corrélation du MOSCAR pour la performance d'évaluation d'index cardiaque. Donc ça ne mesure pas avec exactitude la mesure qu'il est censé mesurer chez les patients de cette étude. Et même limite que pour les précédents articles, ils n'évaluent pas non plus la performance à détecter la réponse au remplissage. Donc chez notre patient, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Donc au final, un brassard à tension oscillométrique, ça peut être performant pour évaluer la pression artérielle, mais chez un patient qui est instable, ça peut prendre du temps de faire une moyenne de 3 cycles si par exemple on veut aller vite pour détecter une variation de tension. Un dispositif de type ClearSight, ça peut être intéressant chez ces patients, sachant que ça permet de mesurer la pression artérielle en continu. Normalement, il n'avait pas été évalué pour l'évaluation d'index cardiaque. Le Doppler œsophagien, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'études qui l'évaluent à proprement parler, moyenne helvétique, ça peut être une technique logique pour évaluer le débit cardiaque chez notre patient. Et enfin, le cathéter artériel avec monitorage de l'onde de pouls, on a aussi peu d'infos avec le FlowTrac. Mais en tout cas, avec la technique qui a été évaluée, le MOSCAR, c'était pas exact. Néanmoins, si le patient est très instable et qu'on veut faire des gaz du sang, ça peut être intéressant de mettre un cathéter artériel et de monitorer l'onde de pouls pour avoir la pression artérielle en continu. Voilà.